And now I'm going to introduce Dr. Alton Et Russell. maintenant, je vais présenter le Dr. Nelson Russell, notre prochain modérateur. Il est professeur adjoint à l'École de publication et de santé mondiale à McGill. Il est un scientifique, un décideur scientifique qui utilise la modélisation basée sur les données pour informer l'utilisation efficace et efficiente des ressources limitées des soins de santé. Il utilise la modélisation analytique de décision, la simulation, l'optimisation et l'analyse des données pour améliorer la politique de santé et la prise de décision clinique. Ces recherches ont contribué à la prise de décision dans le domaine des banques de sang et de la médecine transfusionnelle, à la réduction des effets néfastes des troubles liés à la consommation d'opioïdes et d'autres domaines cliniques. Dr. Russell, bienvenue. À vous. Merci. Je suis le modérateur et un panéliste en même temps. Je suis le seul présentateur en personne ici. Nous aurons 4 présentations. Je demanderai à ceux qui sont en ligne de tenter de s'en tenir à 8 minutes. Je vais présenter mes 3 autres panélistes maintenant et je ferai ma présentation. Le Dr. Don Bowdish, qui se joint à nous en ligne, est professeur à l'Université McMaster et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le vieillissement et l'immunité et directeur général du Firestone Institute of Respiratory Health. Le Dr. Bowdish et son équipe de recherche étudient ce qui rend les personnes âgées vulnérables à la pneumonie et au COVID-19, comment l'inflammation associée à l'âge et le microbiome ont un impact sur le vieillissement en bonne santé et comment notre réponse aux vaccins change avec l'âge. En comprenant le système immunitaire vieillissant, elle espère protéger les personnes âgées contre les infections en améliorant leur système immunitaire. Elle siège également au conseil d'administration de la Fondation pour la santé pulmonaire et ensuite, nous avons le Dr. Deborah Money, plusieurs de vous l'avez entendu hier. Elle est vice-doyenne exécutive de la Faculté de médecine et chef du département d'obstétrique et de gynécologie de l'Université de la Colombie-Britannique. Elle est également directrice générale et directrice du BC Women's Hospital and Health Center. Pendant la pandémie, le Dr. Money a dirigé CAN-CoV-PREG, un programme national canadien de surveillance de COVID-19 pendant la grossesse, ainsi qu'un programme de sérosurveillance utilisant des sérums résiduels provenant des soins partenaires. Ensuite, dernièrement, mais non des moindres, Scott McLeish, directeur adjoint du Centre de mesures de santé de Statistique Canada. Il supervise une série de programmes de statistique de la santé qui combinent des mesures physiques et de laboratoire de la santé avec des informations tout déclarées, telles que l'enquête canadienne sur les anticorps et la santé. Avant d'occuper son poste actuel, Scott a occupé diverses fonctions pendant près de 20 ans à Statistique Canada, couvrant un éventail de sujets allant des statistiques sur la mortalité aux statistiques sur l'immigration. Alors, je suis très heureuse d'avoir nos panélistes qui se joignent à nous. Et maintenant, ma présentation. Yes, I should have slides. So while those are being brought up, I can give a little more context. I'm a relative newcomer to Canada. Je suis relativement nouveau venu au Canada. And it's been very different than my typical work here. C'est très différent de ce que je faisais. Je regarde la représentativité de différents types de sondages sérologiques et j'ai été très chanceux d'avoir un programme de recherche dans ce domaine. On va examiner certaines considérations concernant la surveillance et on va vérifier nos résultats. J'espère que mes diapositives pourront apparaître bientôt. Sure, I can go and kind of get started. Bon, je peux commencer. Great, perfect. Voilà, parfait. So here are my slides. To start off, I wanted to Alors, pour commencer, j'aimerais mentionner qu'il y a plusieurs dimensions ici concernant la positivité. Alors, il y a plusieurs dimensions. On parle de l'âge, du sexe, de la comorbidité, de la santé.
J'ai passé quelques minutes pour vous présenter une liste de toutes les dimensions qui sont pertinentes dans le cas de différents pathogènes et pour les enjeux de politique. J'en ai sûrement oublié quelques-uns. C'est peut-être évident pour la plupart d'entre nous, mais ici nous voyons exactement ce qui est spécifique à chaque pathogène et la correspondance à la population. Bon, nous avons des donneurs de sang, des cliniques, des données concernant l'urgence, et ceci n'est probablement pas la bonne correspondance de population en cohorte, mais voici ça fait plus de sens. La représentativité n'est pas seulement caractéristique d'un programme de sang résiduel ou de n'importe quelle étude de la population, elle est particulière à la question. Et on a fait un travail comparant la représentativité de différentes études. Nat Unite, qui est avec nous aujourd'hui, a dirigé ce travail. Et voici quelques données ici. C'est par exemple des échantillons de l'Alberta Precision Labs et des sociétés du sang du Canada. Nous avons présenté cela sur certaines études de cohorte. Deux pays existaient la pandémie. Et puis dans CanPath, nous avons ajouté une sérologie de la COVID. Et ABC est une étude de marketing. Et nous avons une étude également de CanPath. Nous avons examiné, nous avons établi des strates en fonction des caractéristiques. Quelle est la représentativité des strates dans l'étude comparée à la population cible? Et sur la base de ce ratio, nous avons catégorisé ces strates comme étant fortement sous-représentées, modérément sous-représentées, etc. Ici, nous avons les donneurs de sang et des laboratoires d'allocation et selon le sexe, mâle et femme. En haut, tous ces moins d'un, c'est qu'il y a moins de personnes de la région rurale que d'urbaine. Mais en fait, les sangs résiduels offrent de meilleurs résultats que certaines des autres études. On peut également voir les choses également en fonction des minorités racialisées qu'on ne trouve pas généralement dans les données, sauf les donneurs de sang, parce que cela est important pour les types de sang. Alors, les donneurs de sang ont de meilleurs résultats, surtout dans le cas de la représentation des hommes des minorités raciales. On peut également les codes postales et regarder la quantité du quartier. On a fait cela également pour les donneurs et les laboratoires. Alors, on espère également en avoir pour CPAT aussi. Et donc, les laboratoires sont très représentés, mais les donneurs de sang tentent à venir des quartiers un peu plus, pour les quartiers plus moins déprivés. Ici, on va regarder ça par âge. Et on peut voir que dans certaines catégories, ils ont de meilleurs résultats pour certaines strates d'âge. Mais bon, si on a assez d'échantillons, même une strate de présentation représentée, on peut faire des ajustements statistiques. Et c'est parce que les études sur le sang résiduel, comme le CPS et la LPL, étaient beaucoup plus grandes. Et on peut tester beaucoup plus d'échantillons plus efficacement. Ils sont en train de stratifier la position par âge, groupe d'âge, sexe, province, etc. On a plus de strates avec une taille d'échantillon suffisante pour faire des ajustements physiques. C'est une autre considération importante. Ce n'est pas seulement le ratio de personnes dans le groupe, mais si vous avez un groupe suffisamment grand, on peut faire des ajustements qui peuvent améliorer la représentativité de votre estimé, même si la population elle-même est moins représentative. Une autre travail, je ne présente pas de données, mais on voulait regarder les ajustements en fonction de la représentativité. Si la représentativité de la population est le principal facteur expliquant les différences des résultats des études de cohorte sérologique. Le fait de l'ajuster correctement rapprocherait des estimations de séropositivité plus correctes.
Dans la stratification, les modèles régressifs de post-stratification vont rapprocher ces deux modèles et ajuster pour l'âge, le sexe, la race et l'urbanité. Les divisions urbaines rurales n'ont pas augmenté de façon constante à cause d'une danse dans les populations de surveillance COVID. Dans le cas de la COVID, une nouvelle infection qui touchait toute la population, la représentativité des cohortes n'était pas la principale chose qui déterminait si une étude pouvait dire voici la valeur, une autre étude disait une autre chose était la valeur. Il se pourrait qu'il y ait des dimensions non mesurées dans la différence du public échantillonné que nous n'avons pas saisi. Mais il peut y avoir également d'autres différences en ce qui concerne les essais utilisés, ce qui se passe dans les laboratoires, les moments où les échantillons ont été recueillis. C'est dur à évaluer, mais ceci semble être plus important pour établir des différences dans le cas de la COVID que les échantillons que la population. Si on veut aller au-delà de cela, on peut utiliser d'autres indicateurs que, par exemple, en faisant une analyse par quartier, en utilisant des codes postaux. Il y a aussi d'autres éléments pour lesquels on peut être ajusté par la représentativité. Et bien sûr, le défi, c'est que plus on a d'éléments sur chaque individu, plus les considérations de confidentialité deviennent importantes. Les chercheurs ont parfois la difficulté à établir l'équilibre entre le consentement et la confidentialité et la vraie valeur d'avoir cette information. Une chose qu'on fait depuis un certain temps maintenant, c'est de lier la cohorte résiduelle de l'échantillon avec les laboratoires pour les patients externes d'Alberta Patient Laboratories. Un autre avantage de regarder la représentativité, parce qu'on peut comparer le taux de diabète, les gens qui ont des invalidités à long terme, etc. Et bien, on peut caractériser et ajuster en fonction de ces autres éléments de représentativité qui comptent. Le défi, c'est que ça peut prendre beaucoup de temps. Si on est capable de faire ça en temps réel et prendre des décisions informées pendant une pandémie, ben, il y a beaucoup d'obstacles à surmonter. La synthèse de données multimodèles, c'est un autre obstacle à surmonter potentiellement. Chaque cohorte a ses propres biais. Une approche uniforme sur la modélisation, c'est une chose sur laquelle on travaille. Le défi, au moins dans le cas de la COVID-19, c'est qu'il y a des différences autres que la représentativité qui déterminent des différences entre les études. Moi, le laboratoire ne comprend pas encore. Il y a beaucoup de difficultés à les identifier et à faire l'ajustement qui s'impose. Si on veut regarder différentes cohortes et différents laboratoires, c'est une chose qu'il faut continuer à essayer de comprendre. Il faut Donc, le message emporté de la représentativité est un défi pour tous les modèles d'études, mais ils ont des avantages parce qu'il n'y a pas autant d'autosélection. Et certains flux de données résiduelles sont bien adaptés à certains cas d'utilisation. Ils permettent un suivi dans le temps, donc ce qui est utile pour les enjeux de politique. Les différences, les populations échantillonnées ne semblent pas être la cause principale des différences entre les études dans le cas de différence cause 2. Puis il est difficile de l'attribuer, mais les différences de dosage, du seul échantillon, de calendrier sont probablement plus importantes. Nous devons trouver un moyen de bien administrer les questionnaires et de contacter les personnes qui ont été analysées, ce qui donnera plus de contacts, textes, et puis qu'il faut consulter de façon opportune les données administratives nécessaires pour évaluer, améliorer et corriger la sous-représentativité. Alors, merci beaucoup. Merci à toute mon équipe. Maintenant, Dr. Dawn Bowdish. Hello. Can you hear me okay? M'entendez-vous bien? Oui. Je vais partager mon écran. And you can see the screen. Et vous pouvez voir l'écran. I hope. J'espère. Il apparaît, je le vois, et je crois qu'il va apparaître. Bonjour. Je suis tellement heureuse de pouvoir participer virtuellement à cette réunion.
Et je suis très passionné par rapport à la vie des adultes plus âgés. Je ne peux pas me joindre avec vous personnellement parce que je devais être au 70e anniversaire de ma mère hier soir, mais je vous apporte ses meilleurs vœux. Je vais vous parler un peu de notre expérience de sérosurveillance dans le cas de COVID et puis notre étude sur les soins à long terme. C'est une étude qui avait 26, et regardez, 26 centres de retraite à travers l'Ontario, une combinaison de but lucratif et sans but lucratif, et de centres communautaires. Il y avait donc une diversité dans les taux d'infection sur les différents foyers. Yeah, can we have the slides are showing there be the same as the Est-ce slides? qu'on peut avoir la diapo? It is in presentation on this monitor, just not on that one. Okay, let me try something like that. Does that look better? Est-ce que ça paraît mieux ici? Yes, perfect, thanks. Oui, parfait. Thank you. So this is what COVID hospitalizations look like for older adults. Aussi, l'hospitalisation pour la COVID-19 pour les adultes plus âgés. Nous avons commencé à vérifier après les 2 premières doses, nous avons pu capturer des séroéchantillons pendant. Mais dans l'ensemble, on a pu évaluer plus de 1000 spécimens pour la séroconversion. Et c'est le données que je vais vous montrer aujourd'hui. Une des choses où nous avons été chanceux à travailler avec cette population, c'est que dans la province de l'Ontario, d'abord, les tests PCR étaient très faibles pour une grande partie de notre étude. Donc, nous avons des tests de symptômes, de surveillance. Nous avons des tests de symptômes avec une barre très basse pour les tests. Heureusement, les directeurs de ces centres se sont rendus compte que les adultes plus âgés, les plus fragiles, n'ont pas nécessairement toujours les mêmes systèmes que les adultes en santé, surtout dans l'ère pré-Omicron. Les symptômes peuvent être différents. Si ce n'est peut-être une barre pour les tester. Une bonne partie de notre étude où la barre était très faible, le mal de tête ou n'importe quel symptôme. Les choses importantes, les gens qui étaient employés dans notre étude, c'était effectivement le personnel soignant du PIL. Et puis donc, ils avaient le pouvoir de faire beaucoup de tests, ils avaient des préoccupations quant à la santé des résidents. Nous avons également du test de contact. Si quelqu'un était un membre du personnel soignant ou co-chambreur, il y avait des tests faits également, beaucoup de tests. Ce n'est qu'à l'étape plus tardive de l'étude avons-nous changé pour n'avoir que des tests qui ne testaient que les symptômes comme d'une maladie de type influenza. Je crois que nous avons saisi la majorité des infections. Il y a eu très peu de séroconversions sur lesquelles nous n'avons pas un test antigène ou PCR. Et donc, c'était des données extrêmement précieuses à recueillir parce que les personnes plus âgées n'ont pas un sérum de conversion au même rythme très souvent. Et donc, surtout à l'époque Omicron, parce qu'il y avait beaucoup d'infections, nous avons pu regarder le taux de séroconversion. Une des raisons pour lesquelles cette population est si importante à tester sérologiquement, et même si c'est peu probable que beaucoup de gens le fassent, c'est que le taux d'infection est toujours incroyablement élevé. En bas, ce que vous voyez, ce sont le ratio de risque. Est-ce qu'avoir eu une infection précédente vous protège contre une infection future? C'est la question qui se pose ici. Ce que nous avons trouvé, c'est que contrairement à la population en général, ou en général, on a une certaine protection, même si c'est temporaire, après une infection originale, pour plusieurs de nos participants et participantes ici, ce n'est pas le cas. Et lorsque l'étude a commencé, on pensait que oui, il y avait cette stratégie terrible dans les soins de longue durée, mais une fois que ces personnes étaient infectées et survivaient, il y aurait une certaine protection. Mais ceci n'a pas été le cas. Alors, il est important pour nous de continuer à comprendre comment ces infections influencent ou touchent les soins de longue durée. Bon, j'espère entendre parler à ce panel que quelqu'un avait trouvé mieux que
les nucléocapsides pour la séroconversion. Je crois qu'on travaille tous avec un antigène assez problématique pour tenter d'évaluer la différence entre ce qui est provoqué par l'infection et ce qui est provoqué par le vaccin. Lorsqu'on regarde tous nos participants et participantes et qu'on regarde les anticorps nucléocapsides, IgG ou IgA, on peut constater que la séroréversion est très courte, très brève. Nous n'avons que 230 jours pour l'IgG avec une séroréversion. Toutefois, j'aimerais regarder les différentes variantes. Je vais vous montrer que la précision de ces mesures n'est probablement pas très grande à l'époque de Omicron. En haut, nous avons trois ensembles d'infections IgG, IgA en mauve. Et dans l'époque pré-Omicron, on peut voir que les gens qui surveillaient à l'état adulte maintenaient ces anticorps et antigènes pendant une relativement longue période de temps. Mais vous allez voir que cette tendance va exagérer une fois qu'on arrive à l'ère Omicron. Le taux de séroréversion était beaucoup plus rapide et en fait, certaines personnes n'avaient pas de séroconversion aux anticorps du tout. Ici, on regarde BA5 et BQ et XBB. Ça, c'était à l'époque où notre étude prenait fin, donc on n'a pas beaucoup de points de données. Mais on peut voir que le taux de séroversion était assez abrupt à l'époque Omicron. Si on regarde l'immunité provoquée par le vaccin, on a une séroprévalence presque de 100% pour la spécule IgG. Mais pourtant, comme l'IgC, NC, c'est vraiment faible. Pendant cette période de temps, nous avons une bonne documentation d'infection réelle. Il nous faut réfléchir à faire un échantillon en série et être au courant du temps de séroréversion pour pouvoir évaluer le taux d'infection. Maintenant, les adultes plus élevés, certaines des personnes plus élevées n'ont pas encore une première injection. La première infection est la plus grave. Alors, nous avons donc une préoccupation de santé publique encore toujours importante pour les personnes qui n'ont pas encore été infectées. Mais j'aimerais saisir l'occasion, et toutes les occasions que j'ai pour le reste de ma carrière, pour souligner que la COVID est la préoccupation de santé primordiale dans les centres à longue durée. Et le Canada a eu le taux d'infection le plus élevé que tous les pays de l'OCDE. Et nous avons, même avant la COVID, avec la COVID, on a battu ce record. Si on regarde le taux d'éruption de la COVID-19 dans les centres de longue durée, ils ont complètement écrasé les taux pré-pandémie. Si on doit vraiment continuer à cibler cette population extrêmement vulnérable. Après la SRAS 1, il y a une série de recommandations sur la protection des centres de soins longue durée, mais aucune n'a été mise en application. Et en Ontario, aucune n'a pas été vraiment sérieusement mise en œuvre dans le contexte de la COVID-19. Alors, je vous prie de continuer à promouvoir l'importance de ces populations, parce que ces populations ont un gros effet sur le reste de leur vie et leur qualité de vie. Alors, le reste de leur souhait de qualité de vie. J'aimerais reconnaître maintenant les membres de notre équipe qui ont travaillé sur ces données, qui ont travaillé avec tous les participants et participantes, et je laisse les derniers mots aux personnes pour qui on fait tout ce travail à long terme. Merci pour votre attention. Merci, Dr. Bowdish. Je crois que les gens prennent des notes. On entendra d'y revenir à la fin. Et maintenant, le Dr. Devmoney. Hello, everybody. Alors, bonjour tout le monde. Je suis heureuse d'être ici. Encore une fois, désolé de devoir être en présence, présentiel. Pouvez-vous lire ma diapo? We can, not in presentation mode yet, but we... Yeah, I'm just getting there, sorry. Okay. D'accord. So I will try and keep it brief Je vais tenter today. d'être brève aujourd'hui. Je voulais simplement parler de la représentation dans la surveillance et
Just adjusting my view here. So we, as many of you know, Comme plusieurs d'entre vous le savez, nous avons mené une étude de surveillance nationale utilisant le sang résiduel pour évaluer la séroprévalence du SARS-CoV-2 et nous espérons exploiter des données de séroprévalence de cet échantillon pour l'appliquer à toute la population adulte. So I spoke about this on Wednesday. Alors, si j'en ai parlé mercredi, mais juste pour récapituler, les femmes enceintes, la population se font offrir une série prénatale de routine dans les laboratoires centraux. Plusieurs de ces échantillons sont conservés, mais dans certaines provinces, cet échantillon est distribué pour des tests des marqueurs phylogénétiques. C'est une deuxième option possible. Les échantillons sont pris plus d'une fois, normalement, à cause du problème de la syphilis. Donc, il y a 2 ou 3 échantillons qui sont prélevés lors d'une grossesse. Cela est une autre opportunité qui s'offre à nous. Lorsqu'on parle de représentativité, les gens pensent que ce sont simplement des personnes enceintes, mais en fait, dans l'ensemble, nous avons de 1 à 1,5 % des femmes âgées de 15 à 49 ans qui sont enceintes au cours d'une année donnée. Et ça, c'est très faible parce que nous sommes un pays à faible taux de fécondité. Par exemple, c'est 4 % par exemple, dans les pays à revenu moyen. Mais c'est une représentation quand même large. Mais c'est limité par l'âge, évidemment. La plupart des grossesses ont lieu entre 30 et 34 ans. Mais l'éventail peut quand même couvrir un groupe d'âge qui s'étend sur plusieurs décennies. La question, est-ce que les femmes enceintes sont totalement représentatives des femmes d'âge comparable? Il y a peut-être une spécificité à ces femmes qui deviennent enceintes par rapport à celles qui ne le sont pas à peu près au même moment. Mais c'est un phénomène assez répandu pour les femmes à l'âge reproductif. Ensuite, nous avons une situation où il faut croire que la séroprévalence chez les femmes est représentative des 2 sexes. Mais ce qui est utile, c'est que la grossesse est assez omniprésente dans toutes les régions, entre toutes les classes économiques, catécité, races, et entre les régions rurales et urbaines. Donc cet aspect est assez unique comparé aux autres occasions de séro-échantillons que nous avons. Bon, c'est un peu plus urbain, et puis il y a certaines caractéristiques, par exemple, particulières chez les personnes qui se portent volontaires pour donner du sang. Et puis donc, mais ils ne sont pas nécessairement représentatifs des cohortes plus âgées et plus jeunes. Voici une illustration des données que nous avons pu recueillir. Vous voyez, une séroprévalence assez faible en février 2020. Et puis ensuite, on a eu une remontée au cours de la première année de la pandémie. On voit une représentation dans les phases initiales, où on voit en bleu les échantillons de séropositivité qui seront répandus un peu partout, bien que concentrés dans les centres urbains. Et c'est dans un contexte où toutes les provinces n'ont pas pu participer. On a démontré aussi que la hausse entre 2021 et 2022, lorsqu'on avait continué à faire notre échantillon jusqu'au 2024 avec nos collègues du CDC, c'est qu'il y a donc un niveau constant depuis lors chez ce groupe d'âge. Alors vraiment, j'ai un biais, c'est que en fait, la surveillance prénatale nous donne une opportunité d'avoir donc un ensemble d'échantillons non biaisés en ce qui concerne la géographie et les statuts socio-économiques et d'ethnicité
parce qu'on peut représenter la diversité de la population, mais en prenant compte dans les aspects spécifiques de l'âge et aussi de l'ethnicité. Mais on a donc un grand morceau du casse-tête lorsqu'on a beaucoup d'échantillons en dépit des circonstances dont on a parlé l'autre jour. On a pu faire un instantané de ce qui se passe au niveau des informations à cause des échantillons au début de la pandémie, et on avait aussi pu partager en temps important. On n'a pas pu partager les données en temps important, bien sûr, mais on peut prévoir avant coup comment on peut fonctionner à l'avenir. Alors, je vais m'arrêter là et je serai heureuse de prendre vos questions à la fin. Merci, Dr. Money. Et maintenant, on va passer au Dr. Clich. McLeish plutôt. Je vais essayer de partager mon écran. Je m'excuse. Can people see my screen? We can, yep, not Est-ce yet que vous pouvez voir mon écran? Vous n'êtes pas encore en mode présentation, mais on voit votre écran. Your clicks are very loud on our end. That's Quand vous cliquez, c'est très bruyant de notre côté. Alors, c'est pour ça que les gens sont en train de rire. So, thanks a lot for having me. Merci de m'accueillir. Je voudrais vous dire d'abord qu'il s'agit de mes sujets préférés en tant que statisticien. Donc, lorsqu'on parle donc de mesurer ces données-là, alors j'ai essayé de me restreindre à mes 8 minutes allouées. Je vais parler de notre expérience en ce qui concerne la réponse à la COVID-19 et je vais vous donner donc un survol sur ce que nous avons fait à Statistique Canada et notre rôle possible en la matière. Nous avons mené des études un peu différentes. Nous avons accès à des bases de sondage complètes et de haute qualité. Donc, nous pouvons avoir un échantillonnage assez représentatif de la population, statistiquement parlant. On a mentionné le recensement. Il y a aussi nos études nationales sur la santé. On a aussi une vaste infrastructure de collecte de données et de méthodologie. On dispose des années d'expérience à faire des études nationales, y compris notre enquête nationale sur la santé. Nous avons pu faire beaucoup de travail de couplage de données. Nous avons donc des établissements qui sont là pour faire une désagrégation des résultats pour bien comprendre les déterminants de la santé et de l'équité. Et on peut corriger des dossiers qui autrement ne seraient pas accessibles. Je voudrais vous parler de l'enquête canadienne sur la santé. L'Agence de la santé du Canada et ITS a collaboré à cette étude pour donc donner une idée sur la prévalence des symptômes à long terme de la COVID-19 et les facteurs contributifs.
nous avons pu donc prolonger nos objectifs pour faire le collecte donc de sérum séché. Ainsi, on a pu fournir des données de référence représentatives et désagrégées sur les profils d'anticorps et d'immunité sur l'état des infections aiguës chez les Canadiens. Nos partenaires étaient donc l'Agence de la santé publique du Canada et aussi le GTIF. Je n'ai pas des antécédents en épidémiologie, en virologie, ni en sérologie. Alors, dans notre partenariat, on s'est fié les uns sur les autres dans nos domaines respectifs. Nous avons commencé, comme je disais, avec un cadre représentatif de foyers au Canada. Donc, on a mené l'étude auprès des ménages dans 10 provinces. On a fait un échantillon d'environ 100 000 ménages et nous sommes concentrés sur les adultes, donc les personnes de 18 ans et plus. Les données ont été colligées à partir d'avril en 2022 jusqu'au mois de juin. Nous avons donc mené l'étude auprès des ménages en envoyant par la poste des questionnaires. Il y avait donc un questionnaire électronique aussi en ligne, mais il y avait une trousse pour un séchetage de sang. Et une fois que le sondage était complété, ils ont renvoyé leur enveloppe pour nous donner l'échantillon et les analyses du laboratoire ont été intégrées à leurs réponses et envoyées donc au StatCan pour les rapports. Nous avons mis en banque les spécimens. Il y avait donc un éventail de sujets dans le questionnaire, des antécédents médicaux et symptômes à long terme, l'exposition au SARS-CoV-2 et expérience de la primo-infection, des symptômes à long terme ou récurrentes à la suite d'une infection était vraiment un module important. On a posé des questions par rapport aux antécédents de vaccination, accès aux soins pendant la pandémie et des caractéristiques socio-économiques. Nous avons pu intégrer nos données à d'autres sources. Alors, dès lors, on avait des caractéristiques socio-économiques qu'on a pu mettre à contribution. Il y avait différentes composantes dans notre questionnaire et on a soulevé plusieurs fois les mesures applicables. Nous avons collaboré avec différents laboratoires pour avoir une estimation probabiliste de la séroprévalence pour tenir compte de l'incertitude des niveaux d'anti-N et l'étalonnage entre plusieurs laboratoires. On a regardé donc le vécu des personnes qui vivaient avec le COVID-19 et on a aussi fait le suivi. Il y avait aussi un échantillonnage par la salive qui était aléatoire pour le SRAS-CoV-2. On a aussi amélioré l'intégration des données et les mesures par zone pour mieux comprendre les déterminants socio-économiques, et ce sur 12 mois. Ce n'était pas un échantillon qui était restreint. Nous avons fait notre propre échantillonnage à partir des ménages connus au Canada. Il est important de comprendre les caractéristiques des gens qui participaient et qui ne participent pas. Donc, nous avons pu ajuster le tir quand on ne recevait pas de réponse.
du point de vue de la désagrégation des données, on avait un échantillon quand même assez large à travers le Canada. On voulait, par le questionnaire, produire des résultats au niveau provincial. Les provinces pouvaient donc se concentrer sur des groupes plus petits. Il y avait des gens aussi qui ont offert une auto-réponse, donc qui se sont auto-déclarés pour faire des estimations robustes. Et c'est sûr que le partenariat devait être étroit avec les laboratoires de référence, et c'est là que l'Agence publique du Canada et d'autres laboratoires, entre autres, nous ont aidés à valider la qualité des données que nous avons reçues. Nous avons fait 2 études transversales avant et après la collecte de nos données, et on a fait aussi une analyse des données pour déterminer la qualité des données versus, par exemple, des informations détaillées autodéclarées. On continue de voir comment on pourrait s'améliorer pour l'avenir. Le questionnaire a été conçu avec une couverture plus large. On pourrait à l'avenir garder une couverture géographique plus large, par exemple, prolonger le questionnaire vers les territoires du Canada. La population était à l'intérieur d'un champ d'application restreint. On pourrait inclure les enfants et les logements collectifs. Et je dirais aussi qu'un facteur clé était le fait qu'on voulait que ce soit un questionnaire quand même large pour suivre les symptômes à long terme de la COVID-19. C'est sûr qu'on voudrait avoir un concept de collecte avec une conception avec collecte continue, une conception avec délai plus courts entre répondant les résultats du laboratoire. Statistique Canada et l'Agence de la santé publique du Canada sont en train de collaborer sur la préparation à la pandémie. Il faut tirer des leçons des 2 cycles que nous avons faits avec nos collaborateurs. Comme on a mentionné auparavant, on peut avoir accès aux données par la voie des centres de recherche. Il y a aussi accès aux microdonnées à partir de notre site Web. Je voudrais reconnaître nos partenaires dans cet espace, surtout le GTIF et l'Agence de santé de la santé publique du Canada, ainsi que les laboratoires, le laboratoire national en microbiologie. Merci beaucoup, Scott. Alors maintenant, on va passer à notre période de questions de la salle. Sentez-vous libre de poser des questions si vous êtes en ligne. On n'a pas reçu beaucoup depuis le début de la conférence de votre part. Quand il s'agit de la représentativité, on essaie d'attirer les gens qui n'étaient pas représentés par le passé, de les inciter à participer au questionnaire. Déborah, est-ce que vous croyez qu'il est plus important d'aller chercher les gens si on ne capte pas leurs caractéristiques à l'intérieur d'une étude, ou est-ce que les cohortes auxquelles nous avons accès peuvent nous donner quand même une bonne représentativité, que ce soit par les programmes prénataux ou d'autres? Je pense qu'utiliser les actifs existants est plus rapide. Ça prend beaucoup de temps d'établir des cohortes et de recruter les personnes qui se portent bénévoles parmi les patients, etc. Il faut comprendre les échantillons qu'on utilise. Alors, quelles sont les caractéristiques des femmes, par exemple, qui donnent du sang quand elles sont enceintes, des personnes qui sont donneurs de sang? On peut prendre
ces actifs et avoir des cohortes, donc adultes, enfants, des personnes qui sont très mobiles et d'autres. Si on rassemble tous ces cohortes, on peut avoir une instantanée quand même assez compréhensive de la population. Any thoughts from Don or Scott on that? Don, Scott, est-ce que vous avez des réflexions à ce sujet que vous voudriez partager? Question in the room, so Steve. Alors, il y a des questions dans la salle. Maintenant, la parole est à vous, Steve. Don, vous avez donc parlé, parmi les adultes, le problème avec des résultats qui s'estompaient avec le temps. Est-ce que vous aviez, on avait anti-N, anti-IgG et anti-A dans nos tests. Nous avons fait donc 200 analyses lors de la pandémie. Inaudible pour l'interprète. Nous avons comparé les assais Abbott et Roche et on a vu le potentiel de réinfection. Nous avons vu une immunité qui était en déclin après la première infection. Après la réinfection, il serait fascinant de comparer différentes études pour voir s'il y a une variabilité parmi la population. C'était donc fondé sur les plaquettes. Yeah, I just follow up on Steve. I mean, I think interesting, and it points perhaps C'est intéressant. on to the first point that ultimately Et ça revient au premier point de Alton. variability between studies perhaps Quant à la variabilité des essais some of the other representatives. et qu'il y avait des enjeux de comparabilité, il faut peut-être avoir d'autres critères en place. But one question I Comme on a dit, related to sort of the network moving forward is that en ce qui est de notre réseau à l'avenir, la surveillance prénatale nous donne une bonne représentation parmi les personnes qui tombent enceintes entre les âges de 15 et 50 ans. Les sondages de ménage couvrent les 10 provinces, mais pas du territoire au Canada. Il y a donc des problèmes par rapport aux populations qui sont dans les régions éloignées, qui sont sur des réserves. On n'a pas fait d'études dans les résidences à longue durée. Alors, je me demande, étant donné la notoriété dans le domaine, c'est-à-dire que notre performance a été vraiment horrible pour protéger les gens en résidence, pour personnes âgées. Est-ce que vous avez un sentiment de ce qui se passe dans ces contextes-là et comment le réseau pourrait mieux faire la sérosurveillance pour que cette population soit mieux servie? Je vais vous dire à quel point on n'a pas été représentatif. En Ontario, les foyers autochtones ne voulaient pas nécessairement participer. Alors, c'est une population qui n'était pas représentée. Les ménages qui avaient une historique de répondre au questionnaire répondaient bien. Alors, il peut y avoir quelqu'un, par exemple, de l'université McMaster qui se rend sur place pour pour faire des prises sanguines. En Ontario, il y avait des gens qui vivaient à la maison, qui avaient des soins à domicile, où on a fait des prélevés de sang. Les personnes qui travaillaient chez eux auraient pu être échantillonnées aussi.
On peut mettre à jour les besoins de ces personnes qui restent chez eux. On aurait pu faire une meilleure préparation pour la rougeole ou dans d'autres domaines de maladies. Mais maintenant, il semble que l'histoire est terminée. Il faudrait regarder les infrastructures pour cibler à l'avenir des foyers qui soient de responsabilité fédérale ou autre. En ce qui concerne le programme d'échantillons sanguins résiduels, il serait bon de demander si on peut évaluer qui vit dans ces résidences de longue durée. Est-ce qu'on capte ces populations-là? S'agissant donc de patients dans les cliniques du jour, il y a des préoccupations chez les Canadiens quant aux résultats disparates de la santé. Les Canadiens aînés ne donnent pas de sang si ils ont plus de 60 ans et on peut poser des questions sur comment on peut capter cette population-là. Scott, vous parliez du fait que la Statistique Canada et d'autres partenaires faisaient une étude. Le secrétariat voulait de la co-conception. On voulait traduire et diffuser les résultats. Il serait utile si on pouvait analyser ensemble les résultats, non parce que Emmanet est en train de faire des enquêtes auprès des ménages, mais parce qu'on veut agir de façon complémentaire avec Statistique Canada. Alors, c'est un appel à vous de nous faire participer à vos efforts. Merci, absolument, Kate. Je voudrais réitérer que le premier cycle de ce que nous avons fait, en fait, a couvert les territoires. Ça revient à la conception du questionnaire et comment on l'exécute. Alors, c'est pour dire que si on s'adresse aux ménages privés, on n'a peut-être pas de représentativité dans nos sources qui est très complète. Pour revenir au centre de soins de longue durée, c'est un bon exemple du besoin de travailler en partenariat avec des groupes qui peuvent, de façon intentionnelle, faire un échantillonnage qui puisse couvrir le réseau de surveillance de par les sangs résiduels. Je comprends ce que vous dites, Don. Vous voulez être représentatif. Vous dites qu'on est limité par l'échantillonnage qui s'effectue. Alors, peut-être qu'on pourrait former des relations avec les personnes qui sont mal servies, les personnes sans abri, les personnes autochtones. Si on avait l'intention de bien couvrir ces populations-là et de les représenter, on pourrait le faire. C'est pas quelque chose dont Emmanet devrait être spécifiquement responsable, mais j'appuie votre appel pour faire en sorte qu'on établisse des projets de recherche et des chercheurs dévoués à ces questions. Amy Chu, entre autres, et pourrait être de la partie. Comme ça, on pourrait surmonter ces barrières avec un effort collaborateur, aussi, de collaboration entre les chercheurs et Emmanet. Je voulais aussi mentionner, je pense que les vieilles personnes et les jeunes personnes souffrent du même problème. Il s'agit donc d'une proportion de la population qui est quand même assez
diverses. Ils ne contribuent pas autant d'échantillons de sang, mais aussi on voulait faire des collectes qui soient plus concentrées. En fait, c'est très difficile. C'est difficile d'avoir des personnes qui étaient à l'aise à faire un prélèvement de sang auprès de personnes aînées et parfois difficile à faire à cause de la santé de leurs veines. Mais peut-être qu'on peut utiliser les échantillons représentatifs avec la salive ou d'autres sources. Et comme ça, on pourrait être en mesure de fournir des corrélats de performance pour les gens qui analysent les données. Je voudrais commenter là-dessus. Il me semblait que auprès de cette population, en fait, les tâches sanguines séchées seraient plus faciles. En fait, les personnes aînées n'aimaient pas cette approche. On a agi donc autrement. Les personnes aînées donnaient du sang. Nous avons essayé aussi de mettre en œuvre des échantillonnages de salive, mais il y a des aînés qui ont de la difficulté à produire assez de salive, ont des problèmes d'avaler. Donc, ce sont autant d'informations pour que vous puissiez l'appliquer à vos activités. Très intéressant. Laurie, votre dernière question. En fait, c'est un commentaire bref. Peut-être que vous avez de l'expérience dans ce domaine. On voudrait une meilleure représentativité pour différentes populations. Et quand on veut se concentrer sur de petites populations, on sait par la génétique que la déidentification parmi les petites populations peut être un problème. Il faut donc communiquer avec les groupes de population qu'on veut atteindre. C'est un thème qui a émergé au sein de nos conversations. Nous n'avons pas fait la collection de certaines données parce qu'on n'avait pas l'opportunité d'entrer en contact avec un groupe qui n'a pas bien répondu à notre appel. Alors, il faut s'engager, quoi. Est-ce que vous avez des pensées de la fin, des réflexions que vous voulez partager? Moi, je vous dirais que nous avons caractérisé, on peut caractériser une population dès le départ. On n'a pas pu regarder les questions d'équité en matière de santé parce qu'il n'y avait pas les personnes autour de la table pour le faire. Donc, il faut une étude ciblée, il faut des gens qualifiés aussi. Alors, je voudrais remercier nos panélistes une fois de plus.